Donc, bonjour à tous, je suis donc déjà merci à Fondation Garches, François, etc. pour vous présenter un peu le travail qu'on fait sur le pôle parasport. Donc on co-développe avec Constance et les autres bien sûr. Il y a Didier Bardon, il y a Brian Borona, il y a beaucoup de personnes. Et en fait, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment montrer l'intérêt et l'importance du binôme MPR-STAPS, notamment APA, pour la construction d'un projet parasport. Pourquoi ce binôme est important? On va le voir au fur et à mesure de la présentation, mais c'est vraiment un regard sur comment est pratiquée l'activité physique pour éviter les blessures derrière. Donc, je vous montrerai un petit exemple après par rapport à ça. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le parcours STAPS, parce qu'on parle beaucoup d'enseignants à pas, mais qu'est-ce que c'est un enseignant à pas? Beaucoup de personnes ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, la formation STAPS, c'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, ça se réalise dans les UFR STAPS, donc c'est une formation universitaire. Quand on parle de sciences, on a les sciences du vivant, donc avec la physiologie, l'anatomie, la biomécanique, ça peut rappeler des bons souvenirs à certains, et les sciences humaines et sociales, donc l'histoire, la sociologie ou la psychologie. Donc vous serez surpris de savoir pourquoi sur les tournois médiévaux, les chevaliers rapportent des femmes avec eux à ces occasions. Donc on apprend des choses assez cocasses sur ces histoires-là en STAPS. On parle aussi des techniques, donc on a toute la partie théorie des activités physiques et sportives. Donc APSA, c'est activités physiques et sportives et artistiques. Mais on a aussi le côté pratique de ces APSA. Donc on a tout le temps une construction du cours où on va avoir une première part de théorie et après on va passer sur de la pratique. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on va prendre en charge des personnes derrière, qu'on soit enseignant de PS, qu'on soit entraîneur sportif ou enseignant à pas du management, on ne peut pas se permettre de ne pas connaître l'activité physique. C'est important de pouvoir expliquer qu'est-ce que la personne doit ressentir si on fait de la musculation avec lui. Si on lui explique que les brûlures musculaires qu'il a, c'est normal, c'est rassurant. On sait de quoi on parle. Donc, au niveau du parcours, c'est un parcours LMD, donc avec une licence 1 et une licence 2 commune. On a commencé à avoir une petite dissociation de compétences et d'enseignement au niveau de la licence 2, avec une spécialisation, donc avec une licence 3 éducation et motricité, licence 3 entraînement sportif, une licence 3 en activité physique adaptée et santé et une licence 3 management. Donc moi, je vais plutôt m'attarder sur le côté licence 3 à PASS, parce que bon, pour le coup, c'est ma formation quelque part. Et on peut forcément prolonger par un master STAPS. Donc il y en a différents qui existent, et il y en a d'autres qui, et plus spécifiquement sur le côté activité physique adaptée. Donc les compétences STAPS qu'on a pour les grossir, on va dire que ça parle à peu près à tout le monde. Donc on a des analyses d'une situation relative à l'activité physique ou sportive d'un groupe de sujets ou d'une organisation. On va avoir aussi l'élaboration et la planification de projets et de programmes visant la transformation d'une situation relative à l'activité physique et ou sportive. Et une troisième compétence qui est assez large aussi, intervention en face-à-face pédagogique, encadrement, transformation et formation d'un public spécifique. Si on se focalise un peu plus sur les compétences APA, donc on va être vraiment sur une prise en charge et une réflexion biopsychosociale. Donc bio, ça va être quelle est la transformation induite par l'activité physique et la pathologie. Donc on a vraiment une connaissance de quelle méthode de musculation va transformer la personne, quelle habilité motrice on va pouvoir développer, et qu'est-ce que ça va impacter sur sa vie et sa pathologie. Le psycho, là je vais vous renvoyer à la présentation de Laurence qu'elle a fait hier sur les leviers de motivationnel et de pratique. Donc on va pouvoir travailler sur l'image de soi, sur plein d'autres dimensions qui relèvent de la psychologie. Et social, c'est vraiment sur retirer les freins à l'accès. Donc certaines personnes se mettent des freins et on va être là aussi pour pouvoir déverrouiller ces freins, notamment comme on a pu le voir avec la présentation de Laura et d'Edouard, sur le fait que leur montrer qu'ils sont capables de réaliser certaines activités. Il ne faut pas qu'ils se mettent une frein d'entrée en se disant je ne suis pas capable. Alors que si on essaie avec eux, si on adapte l'activité, on se rend compte qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. D'autre part, toutes ces compétences-là, elles sont argumentées par la littérature. Donc on a une formation universitaire avec des compétences et des mises en pratique associées à des écrits scientifiques, notamment avec des articles. Je vous réfère au rapport de l'INSERM sur les activités physiques pour les pathologies chroniques, qui est très bien construit, qui permet d'avoir un bon visuel de qu'est-ce qu'on peut faire en APA pour les pathologies chroniques. Donc l'enseignant en APA dans un pôle parasport. Donc
on va avoir différentes compétences qu'on va pouvoir mettre au service du patient, donc la biomécanique des activités physiques et sportives, les techniques associées aux activités physiques et sportives, donc comment faire un bon coup droit, un bon revers au tennis, comment bien courir. On va avoir les apprentissages moteurs, donc comment faire pour développer les apprentissages moteurs, la physiologie des activités physiques et sportives, l'adaptation de ces dernières. Si on a un patient qui veut faire du paratennis ou du tennis debout avec des séquelles, avec une hémiparésie séquelaire d'un AVC, comment on va adapter cette activité physique. S'il a des difficultés à se déplacer de droite vers la gauche, on va réduire le terrain, on va adapter la règle. Les lenteurs de déplacement, on va pouvoir autoriser 2 rebonds à la place d'un. On va pouvoir le faire jouer que sur un côté de terrain pour lui permettre de prendre du plaisir à pratiquer. Et on a aussi sur l'évaluation de capacité de pratique, que nous on appelle capacitaire, que Constance a présenté juste avant. Donc sur le côté MPR, je le présente un peu moins parce que je pense que vous êtes beaucoup au courant dessus. Donc ça a été vu avec Constance, hein, les compétences MPR nécessaires minimum pour le pôle parasport, mais bien sûr que les compétences sont... On l'a vu avec François d'ailleurs hier qui présentait toutes les compétences du MPR. Donc on a la traumatologie, la physiopathologie, la vigilance médicale, la vigilance pharmacologique, la neuroorthopédie et l'appareillage. Donc comment fonctionne ce binôme ? Donc on accueille un patient sur un AJJ initial. Donc l'objectif pour nous, c'est une discussion pour connaître quelles sont les activités ou quels sont ses besoins et quels sont ses freins. Donc au cours de cette discussion, on va mettre en place différentes compétences, chacun qu'on a ensemble, pour pouvoir justement imbriquer tout ça et faire en sorte qu'on puisse répondre de façon optimale à la personne. Donc si je prends un exemple, ça sera l'exemple du cas pratique tout à l'heure, on a un patient qui était venu nous voir qui faisait du crossfit et de l'haltérophilie. Il commence à nous parler d'épaulés jetés, là je vois Constance avec des grands yeux, c'est quoi l'épaulé jeté, comment je peux faire? Et c'est là l'intérêt d'avoir justement ce binôme entre les deux, c'est que j'ai pu lui expliquer ce que c'était. Par contre après il a dit, bon j'ai une maladie de B7, et là je fais, ah merde qu'est-ce que c'est? Donc justement c'est ça l'importance de la relation entre les deux, c'est qu'on va avoir tous les deux des compétences qui vont s'imbriquer, qui sont très complémentaires. Et c'est primordial pour le parasport. Donc une fois qu'on a fait notre petit bilan de savoir quels vont être les freins ou pas, parce qu'il y en a certains qui ont juste un frein psychologique, on va pouvoir mettre en place des situations. Donc si, admettons, on a comme frein, ou en tout cas comme interrogation, la vigilance médicale ou pharmacologique, les capacités de pratique, l'appareillage ou l'adaptation, pour répondre à ces interrogations-là mis en exergue à initial, on va mettre des évaluations en place. Donc après une évaluation des capacités de pratique, on va pouvoir répondre à certaines choses. Donc peut-être que mon patient hyperéthique, séquelaire d'AVC, en le mettant en situation, on va se rendre compte qu'il suffit d'adapter l'activité physique. On va faire jouer sur demi-terrain et pas sur terrain complet. On va voir qu'il a les capacités de pratiquer. Il peut nous dire en arrivant, j'aimerais bien jouer au tennis, mais je ne sais pas si je suis capable. Le fait de le mettre en situation, on va pouvoir lui répondre et lui dire, j'ai la capacité de pratiquer. Et Constance ou le médecin aura la capacité de dire, il n'y a pas de problème, notamment au niveau des médicaments. Donc là, je vous relance aussi sur la présentation de Vincent d'hier, Carpentier, sur la vigilance pharmacologique pour l'activité physique. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est que quand on va partir sur le terrain de tennis ensemble, on va se rendre compte que le patient hyperéthique séquelaire d'un AVC, il va avoir un peu de mal à tenir sa raquette. Donc là, ça va être l'indication de l'APA, le warning, auprès du médecin pour dire un appareillage serait potentiellement nécessaire pour pratiquer avec un maximum de plaisir. Donc il y a beaucoup d'appaillages qui existent, et notamment grâce à une orthèse, on peut pratiquer et faire son coup droit sans lâcher la raquette. Donc la question de l'appareillage est résolu derrière, et ce qui nous fait que tous les warnings qu'on avait émis sur la GG initiale passent au vert, et la personne peut partir et pratiquer sereinement en toute autonomie. Donc c'est ça vraiment notre vocation, c'est de lever tous les freins à la pratique, et on utilise nos compétences combinées pour pouvoir les lever et permettre à la personne de pratiquer en toute sécurité, en toute autonomie et en tout plaisir. Petit exemple, donc le fameux patient avec une hémiparésie dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un patient qui est venu nous voir, il faisait à l'époque 3 séances d'haltéro par semaine. Donc, le voyant arriver, on se dit c'est pas possible, il n'est pas capable de faire de l'haltérophilie ou quoi que ce soit. Il est arrivé avec une première gêne, pour une première question, il nous a dit j'aimerais bien commencer la course à pied. Donc le voyant arriver en marchant, on se dit voilà, ça va être compliqué, ça risque d'être ça va être un challenge, mais bon.
pour le coup, on est habitué d'avoir des cas, des questions un peu particulières sur le pôle. Donc il voulait commencer la course à pied et il pratiquait l'haltérophilie, puis il avait une petite gêne. Donc pour répondre à ces questions, donc on l'a vu en bilan initial. On avait comme interrogation donc une prévention de blessure sur son récurvatum. Donc dû à son hémiparésie, il avait un récurvatum assez important à la marche. Et on se pose la question à savoir est-ce que ce récurvatum n'allait pas être délétère pour lui à long terme s'il pratique la course à pied. Donc il y avait plus de contraintes sur son genou et forcément abîmer son articulation. L'autre question qu'on s'est posée, donc là c'est plutôt moi, en orange chez moi et en bleu c'est plutôt le médecin. Ça va être la capacité de course. Est-ce qu'il a la capacité, est-ce que les habiletés motrices pour pouvoir pratiquer la course à pied? Autre question, est-ce que l'adaptation qu'il pratique est adaptée? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser un autre mouvement de musculation pour pouvoir renforcer les mêmes muscles et justement éviter qu'ils soient en difficulté sur l'épaulé jeté? Donc le fameux mouvement où il y avait des difficultés. Et pour répondre et verrouiller la prévention à la blessure, donc ça c'est quelque chose qu'on a commencé à imaginer sur l'initial, mais qui est mis en lumière aussi sur le pratique et le capacitaire qu'on va faire avec lui derrière, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas justement un appareillage pour protéger son genou et pour le renforcement musculaire. Donc j'ai fait une petite séance d'haltéro avec lui, d'haltérophilie, ça se passe très bien, effectivement, bonne capacité, effectivement une petite gêne sur le maintien de la barre avec une faiblesse des extenseurs de poignet, mais sinon il est capable de pratiquer en toute sécurité. Il a de la chance d'avoir un coach sportif qui prend en compte sa pathologie, qui adapte au maximum sans forcément avoir fait la formation STAPS APA. Donc ça c'était vraiment top pour lui. Donc la musculation c'est plutôt bien, sauf un petit appareillage pour pouvoir pratiquer. La course à pied, vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais il est capable de pratiquer en quasiment toute sécurité. Cependant, il y a un petit récurvatum, donc notamment sur le genou gauche, qui est présent et qui risque de lui poser des soucis par la suite. Donc l'APA qui met le petit warning auprès du médecin pour dire attention, la course à pied peut être possible pour se faire plaisir, mais attention au genou. Donc comment faire pour verrouiller ça et éviter qu'il se blesse derrière. Donc pour répondre à ces questions-là, on l'a mis en situation, et donc ça c'est un bilan d'appareillage qu'on fait chez nous. On a mesuré les angulations du genou dans différentes conditions. On a une première condition à gauche qui est sans rien, donc avec un récurvatum qui arrive de façon un peu spontanée. Après on l'a fait marcher très vite et puis courir, enfin il y a aussi la course qui était prise en compte, avec une cale sous l'avant-pied, objectif encore une fois de réduire son récurvatum, et à la fin on a essayé l'idée qu'on avait depuis le début, c'était une suropédieuse afin d'éviter son récurvatum. Donc sur les angulations du genou, bon c'est de la vidéo, c'est pas de la QM ou autre, mais ça permet déjà d'avoir certaines informations. On se rend compte qu'avec une marche, c'est un début de course à 6 km/h, parce que pour lui 6 km/h il commence déjà à trottiner, on a une réduction de son angulation du genou et justement une protection sur son récurvatum. Et la dernière question qu'on se posait pour l'appareillage, c'est son fameux mouvement d'épaulé jeté, donc que je vous ai illustré là. Comment est-ce qu'il va pouvoir le faire malgré ses faiblesses de fléchisseur de poignet, d'extenseur de poignet. Donc ce qui se passait, c'est quand il avait la barre en maintien, il y avait tout le temps cette sensation d'avoir la main qui partait, et la main partait vraiment, il perdait l'équilibre, et puis il était à risque de blessure derrière par rapport à ça. Donc une orthèse qui lui a été confectionnée, avec des baleines pour pouvoir justement éviter, de faire tomber la barre, et pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné. Il a pratiqué, on l'a revu il y a à peu près 1 ou 2 mois, et bon, finalement il a arrêté l'orthèse suropédieuse, il a arrêté l'orthèse pour le poignet. Pourquoi? Parce qu'il a tellement progressé au niveau musculaire qu'il n'en a plus besoin. Donc ça c'est une super nouvelle pour nous. Donc après un bilan sur le pôle parasport avec un regard croisé médecin MPR et enseignant APA, on a pu lui permettre de pratiquer son activité physique en toute sécurité et de lever tous les freins à la pratique. Donc pour lui, pour le coup, il n'y a pas forcément de frein d'accès ou quoi que ce soit, mais c'est un cas pratique que j'aime beaucoup parce que ça met en évidence l'ensemble des compétences de chacun. Pour conclure sur tout ça, c'est que dans le monde, actuellement, ce qu'on observe, c'est qu'on a un monde de la santé, donc avec les hôpitaux, et un monde du sport. La problématique de ces deux mondes, c'est qu'ils sont pas forcément, ils discutent pas ensemble.
la santé ne comprend pas forcément le sport ne comprend pas la santé, et notamment avec, on entend beaucoup parler, mais le secret médical qui peut cacher des informations soi-disant au coach ou quoi que ce soit. Et pour moi, l'enseignant APA, c'est le parfait maillon entre les deux. Donc il est là pour faire la transition entre les deux, faire le discours. Donc on le voit sur le pôle parasport, parce que pour le coup, on est sur de l'évaluation pour de la pratique et d'activité physique. On le voit dans les hôpitaux, dans les centres de rééducation, même dans les hôpitaux MCO, donc avec le travail que font mes collègues sur le gymnase. L'activité physique prend une part de plus en plus importante sur l'intégralité des prises en charge sur les hôpitaux et dans les CSR. Mais la problématique qu'on a, c'est qu'on n'est pas forcément reconnu. Bon, là, c'est un petit message pour faire passer, parce que vu qu'il y a des médecins, on veut en profiter. Mais il faut savoir que l'enseignant APA n'a pas de statut à l'hôpital public. Il y en aura bientôt un. Heureusement que les APA de la PHP avec la SFP APA, on a bossé sur des fiches métiers qui ont été validées par la RH de la PHP et qui doivent passer prochainement à des GES pour pouvoir qu'on devienne des professionnels soignants. Donc logiquement, le recrutement d'enseignants APA sur les hôpitaux, messieurs, dames, devrait être facilité. Donc n'hésitez pas à en embaucher. Donc pour finir, désolé Constance. Donc bref, vraiment le binôme MPR STAPS et notamment APA est primordial pour lever les freins, identifier et lever les freins à la pratique avec un regard croisé unique. Actuellement, j'ai pas eu d'autres expériences dans ma carrière professionnelle, qui n'est pas non plus très longue, mais je commence à avoir certaines expériences, et c'est un regard unique qui est appréciable et qui est apprécié, et on se rend compte que ces compétences combinées, il n'y a pas d'hier d'ego, il n'y a rien du tout, et c'est vraiment pour au service du patient, pour rendre l'activité physique accessible à tous. Merci de votre attention. Merci Léo. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci, bonsoir. Bonjour, pardon. Pierrette Amser de Polio France. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que l'équithérapie fait partie du cursus du STAPS? Et est-ce que les APA, vous êtes formés ou une possibilité de former à l'équithérapie, sachant qu'il y a très très peu de centres en Île-de-France en tout cas, qui pratiquent cette spécialité qui est très, très utile. Merci. Alors en STAPS, on a des options sportives. Donc on arrive avec une prédilection de sport, et dans chaque UFR STAPS, on n'a pas forcément les mêmes infrastructures de pratique d'activité physique. Certains STAPS ont, notamment Orsay, ont un centre équestre, et on a certains APA qui sont formés à ça, parce que c'est leur activité physique à eux. Et ils sont formés dans ces cadres-là. Après, il y a d'autres formations qui peuvent être faites par la suite, des formations fédérales ou autres. Mais en fait, c'est la problématique qu'on a aussi en STAPS, c'est qu'on n'a pas un parcours uniforme dans chaque université. Certains APA sont formés, mais pas tous. Si ça peut répondre à votre question. Et juste pour insister un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, l'équithérapie, c'est dans un parcours de soins. L'équitation ou la para-équitation, c'est dans un projet de vie. Donc on peut être formé en équithérapie pour aider les personnes à accéder à l'équitation, mais du coup il faut vraiment faire attention aux termes qu'on utilise et dans le contexte qu'on utilise. Et une autre question là. Merci beaucoup Léo, présentation très intéressante, parce que c'est vrai que c'est une vraie question. Moi j'ai pas eu la chance encore d'avoir un APA dans mon service, j'en profite. Donc Julia Fassion, MPR à Percy, pour rappeler qu'on recherche activement un APA. Ma question était de savoir, donc là, si tu as bien présenté le binôme médecin-APA, comment vous vous positionnez par rapport aux équipes de kinésithérapeutes? Et en particulier, on sait bien qu'il peut y avoir des zones de compétences qui se recoupent, en particulier sur la reprise sportive, qui vient aussi un peu terminer les protocoles de soins chez les patients en rééducation avec un projet sportif derrière. Donc comment vous répartissez, comment vous coordonnez? Merci. Alors c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que pour le coup, l'équipe, on a commencé il était 2-3 avec Didier sur le pôle. Et un des premiers recrutements après un médecin MPR, un ingénieur hospitalier, STAPS aussi de formation, et un enseignant APA, ça a été un kiné. Ça a fait débat un peu dans l'équipe, mais finalement en fait le kiné, c'est Marine qui est juste en haut,
le kiné a tout à faire dedans, quoi. C'est qu'en fait, quand je vais commencer une pratique ou un bilan de capacité physique avec un patient, il y a certaines choses que je ne vais pas savoir, notamment sur, je comprends pas, il y a une amplitude de genou qui est pas comme il faut. Est-ce que tu peux regarder? En APA, on n'a pas la compétence de venir manipuler. Donc on ne va pas prendre le genou, commencer à le plier, voir les angulations, faire un testing musculaire ou autre. Et ça, c'est une compétence médicale ou des kinés. Et donc en fait, on va travailler en collaboration avec des compétences croisées, encore une fois, pour pouvoir répondre à une question. Donc moi, je vais interroger le kiné pour ce genre de choses. D'autres choses, c'est qu'on a certains patients qui viennent, qui ont des nécessités ou il y a des conseils de rééducation qui vont être donnés, notamment sur l'autorééducation à la maison, sur des étirements ou autres. Et là, le kiné a totalement sa place aussi. Donc c'est vraiment en fonction du cas par cas, comme avec le médecin, on prend les compétences de chacun et on trouve les solutions qu'il faut avec les compétences, sachant qu'on est complémentaires avec les kinés, ça c'est sûr et certain. Il y a vraiment une complémentarité, encore une fois, je répète Léo, mais par rapport, nous on n'intervient que pour le projet de pratique d'activité physique ou sportive. On s'adresse quand même à des personnes en situation de handicap et on sait que la rééducation fait partie aussi de leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont complètement coupé avec le médical et avec la rééducation. Et en fait, de s'inscrire dans un projet sportif, ils comprennent l'intérêt aussi de faire un peu de rééducation par des kinésithérapeutes ou en auto-rééducation à la maison. Et c'est là où le kiné reste important, même dans un projet sportif. Et puis il y a encore quand même un peu de rééducation dans ces projets sportifs, notamment d'utilisation du matériel et des dispositifs médicaux pour la pratique du sport. Et tu le disais très bien avec les lames de course. Il y a quand même nécessité à un moment que quelqu'un intervienne pour l'apprentissage à l'usage de ces dispositifs-là. Donc notamment sur les transferts, fauteuil de sport où il peut ne pas y avoir de frein, ou le transfert fauteuil de ville, handbike qui est très bas, l'apprentissage d'utilisation des lames de course et notamment des genoux de course plus que les lames. Voilà. Donc il y a quand même une vraie complémentarité et des métiers complètement différents. Et il y a un versant qui va arriver aussi, notamment sur le suivi traumatologique du patient en situation de handicap qui pratique l'activité physique. Et là, encore une fois, le kiné a toute sa place. Bonjour, Louise, enseignante en activité physique adaptée. Je travaille en maison d'accueil spécialisée. Je voulais vous remercier d'avoir parlé de notre statut qui n'est pas connu et qu'on n'a pas de grille salariale encore reconnue. Alors, c'est très bien de parler que ça va sortir au niveau de la PHP. Moi, travaillant dans le privé à but non lucratif, pour l'instant, il n'y a aucun décret qui est sorti. Donc en fait, on travaille, mais on ne travaille même pas sur notre statut à nous. Donc c'est une grosse problématique. Et je voulais soulever une autre problématique qui nous concerne ma collègue et moi, c'est qu'il y a eu une prime la Ségur ou la Forcat qui est sortie, et nous ne la touchons pas, parce que nous ne sommes pas dans le décret. Et donc là, depuis presque un an, en fait, ma collègue et moi, on travaille au même titre que les autres professionnels et en fait, on n'a pas la prime. Donc on se bat tous les jours pour essayer d'obtenir quelque chose et on n'a rien. Alors effectivement, c'est un gros problème. Sur la PHP, on a une certaine chance, c'est que là, on s'est fédéré au sein d'une collégiale pour pouvoir défendre tout ça. On a été épaulé par la SFP sur ce travail-là. Et effectivement, sans forcément ce travail-là, on a quand même une ou la prime Ségur pour le coup. Mais les grilles statutaires qui vont être déposées, validées, l'objectif, c'est que la PHP est quand même une référence sur le territoire français. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit aussi qu'on puisse essaimer ces fiches-là sur l'ensemble de la fonction publique hospitalière dans un premier temps, voire plus. Et que j'ai beaucoup de collègues APA qui me disaient Léo, je comprends pas, quand je demande un poste, on me demande les grilles salariales d'un APA ou le statut d'un APA à la PHP. Et donc ça aussi, ça permettra d'uniformiser quelque part, j'espère, en tout cas de donner l'exemple et rendre les DRH un peu moins frileux à embaucher, ou en tout cas avoir une rémunération en fonction du niveau d'études, des compétences. Oui, je voudrais rajouter un commentaire. Ce que tu dis est primordial. Je pense que la force de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris va faire que c'est le pied dans la porte, et le travail que vous êtes en train de faire, il est formidable. Et les retombées vont arriver malheureusement
après. Ce que je peux vous proposer, c'est de démissionner et de venir à la PHP chez nous. Ça nous intéresse. Mais en attendant, ce travail, il est assez complet. Et pour répondre en partie aussi à la réponse de la question de J.A. Fashion, c'est que aujourd'hui, la loi Jardé nous permet de faire vraiment la part des choses entre la kinésithérapie et le monde du sport, au sens large du terme. Et c'est vrai que l'APA est entre les deux pour l'instant, et avec un statut qui reste pour l'instant encore du côté du sport et pas encore complètement du côté santé. La loi Jardé nous dit tout ce qui est mouvement anormal, c'est la kiné, tout ce qui est mouvement normal, c'est le STAPS. Et donc, on va avoir besoin de travailler d'ailleurs là-dessus, parce que dans la notion de mouvement anormal, il y a la limitation d'amplitude articulaire, ce que tu disais, etc., etc. Et il va y avoir un enjeu très très intéressant et très important, c'est comment intégrer les APA dans le mouvement anormal. En fait, le blocage, il est là. Et donc, je crois que c'est par ces expériences que tu défends et au sein du pôle et le travail des différents APA qu'on va arriver tranquillement à ce sujet-là. Et je vois qu'aujourd'hui, enfin mon opinion à moi, c'est que l'arrivée des APA permet enfin de préciser le vrai rôle des kinésithérapeutes. C'est même un outil valorisant pour la kinésithérapie, où finalement les champs de compétences étaient extrêmement larges et finalement on faisait un peu tout, machin, etc. Et je suis ancien kiné, je peux vous le dire. Et donc là, on va avoir vraiment Alors bien sûr, il y a des overlaps. Bien sûr, entre le médecin et l'ergo, il y a des overlaps. Entre l'appareilleur et les médecins, il y a des overlaps. Bien sûr qu'il y a des compétences partagées. Et il faut les assumer, les revendiquer. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de l'autre tout le temps. Par contre, je pense que d'ici quelques temps, on va avoir des vraies fiches et des vraies répartitions d'activités. On va se rendre compte qu'on a besoin de tout le monde. Et c'est ça l'objet du projet.